Eh bien, écoutez, nous allons reprendre donc cet après-midi, après notre première table ronde. La deuxième table ronde est consacrée à l'écosyndicalisme. Elle sera pilotée par Jean-Marie Le Boiteux, à qui je passe immédiatement la parole. Merci Jean-Michel. Effectivement, donc c'est la deuxième table ronde de ce colloque de l'Institut de recherche et de la FSU qui concerne le syndicalisme au défi du XXIe siècle. On a parlé tout à l'heure des évolutions du travail et ses conséquences justement sur l'action syndicale et la façon de construire le syndicalisme. C'est vrai que le XXIe siècle est percuté par une deuxième question qui est la question de la transition écologique et de la prise de conscience. Alors, la transition écologique, bien qu'elle corresponde à une attente croissante de l'opinion publique depuis longtemps, peut-être pas assez longtemps selon certains, elle a été pourtant considérée comme contraire à la bonne marche de l'économie, qu'elle percutait l'intérêt des travailleurs, et c'est quelque chose qui a perduré pendant longtemps à la fin du XXe siècle. Ce qui a amené une vision qui était pendant longtemps un antagonisme entre, d'une part, des organisations non gouvernementales qui défendaient l'environnement et le monde syndical qui se considérait comme étant les défenseurs des salariés, et que certains intérêts écologiques percutaient leurs revendications. Il y a des exemples caractéristiques dans l'histoire sur la question du nucléaire, de tout ce qui est le transport, l'automobile, l'aviation, et puis l'agriculture, qui est un domaine que je connais bien, où effectivement les intérêts à court terme de l'agriculture telle qu'elle était conçue au XXe siècle étaient percutés par les revendications d'organisations environnementales et écologiques. Pour autant, il y a une prise de conscience qui a quand même germé depuis quelques années, ou on va dire depuis une dizaine d'années, et qui a amené, et je pense que ça va percuter notre débat, au regroupement d'associations écologiques, environnementales et d'organisations syndicales, et qui a débouché entre 2018 et 2020 à la création du collectif qui aujourd'hui s'appelle Plus Jamais Ça, mais qui était né avant la crise écologique, la crise sanitaire, pardon. Alors évidemment, la crise du Covid, avec ses conséquences sanitaires, écologiques, sanitaires, évidemment, économiques et sociales, cette crise a montré la pertinence des revendications du collectif, qui aujourd'hui a quand même une présence. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si autour de cette table ronde, les quatre représentants, enfin les quatre participants à cette table ronde, justement, sont des représentants des différentes organisations, soit associatives, soit syndicales, qui ont participé activement au collectif Plus Jamais Sale, dont Christian Laval a parlé ce matin. Donc, les quatre invités à cette table ronde sont donc d'une part, et je les cite dans l'ordre dans lequel je redonnerai la parole, d'une part Cécile Duflot, qu'on connaît bien pour sa participation active en tant que secrétaire national des Verts, puis la création d'Europe Écologie Les Verts, pour sa participation au gouvernement pendant quelques années en tant que ministre de l'égalité des territoires et du logement, mais c'est surtout au titre de directrice générale d'Oxfam, je crois, si je ne me trompe, depuis 2018, que Cécile Duflot est invitée aujourd'hui, puisque Oxfam France fait partie des 4 associations environnementales qui participent au collectif Plus Jamais Ça. Deuxième invité, donc Julien Rivoire, qui est enseignant en sciences sociales à la Sorbonne Paris-Nord, qui est syndiqué au SNESUP FSU, donc le syndicat de l'enseignement supérieur, mais qui est surtout membre du bureau fédéral de la FSU, et à ce titre, qui représente la FSU dans les différentes instances d'attaque, puisque la FSU est membre fondateur de l'association Attaque. Donc c'est un peu avec cette double casquette, mais surtout en tant que représentant de la FSU, que Julien a été invité à cette table ronde. Troisième intervenante, c'est Véronique Marchessault. Véronique Marchessault, donc, qui est paysanne
éleveuse, éleveuse de vaches allaitantes et avec une activité d'accueil à la ferme dans le Morbihan, et qui donc est secrétaire général de la Confédération paysanne, qui est la Confédération paysanne étant là aussi l'une des 4 organisations syndicales avec la FSU, la CGT et Solidaire, et représentée au collectif Plus Jamais Ça. Et enfin, donc, Jean-Michel Drevon, qui est secrétaire général de l'Institut de recherche de la FSU. Je précise, parce que vous avez dû voir sur les invitations ou sur la présentation du programme, que c'était Godefroy Guibert qui était prévu. Mais comme beaucoup d'enseignants au mois de juin, il est un petit peu appelé à des obligations professionnelles et il était convoqué à un jury aujourd'hui. Donc Godefroy devait représenter l'Institut de recherche de la FSU et le chantier transition écologique et justice sociale. Voilà. Mais comme Jean-Michel donc, est aussi, en plus d'être secrétaire général de l'Institut, et co-animateur de ce chantier, voilà, donc il a accepté de remplacer Julien Rivoire. Voilà, donc on va commencer. Donc, j'ai dit que j'avais présenté dans l'ordre de prise de parole, donc je vais demander à Cécile Duflot d'intervenir en premier, parce que, comme je le disais, Oxfam fait partie des 4 organisations non gouvernementales du collectif Plus Jamais Ça. Cécile, donc tu as fait partie de ceux qui ont milité pour mettre à la fin, tu me l'avais dit quand on a préparé, à une idée reçue qui voulait que d'un côté les écolos s'occupent des petites fleurs et des petits oiseaux, et puis de l'autre côté les syndicats s'occupent des hommes, des travailleurs, des salariés et de leurs intérêts, et qu'effectivement il fallait qu'on dépasse ça, mais j'en dis pas plus, je te laisse développer cette idée et tout ce que tu voudras dire d'autre par ailleurs. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Puis merci de ce moment, parce que je pense qu'effectivement, on est dans un moment un peu particulier où justement de nouvelles coalitions sont nées et je pense que c'est une très bonne chose et absolument nécessaire. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il n'y avait pas qu'un seul malentendu, il y avait 3 malentendus. Et que, en fait, en affrontant ces 3 malentendus, je pense qu'on peut réussir à baser un travail qui est un travail constructif pour tout le monde. Le premier malentendu, c'était, je schématise à dessein, hein, les ONG environnementales ou les écologistes, pour faire simple, défendent la nature, les syndicats défendent les humains. Deuxième malentendu, les écologistes défendent les générations futures, les syndicalistes s'occupent d'aujourd'hui et des générations d'aujourd'hui. Troisième malentendu, à cause des écologistes, on va détruire de l'activité, de l'industrie, de l'emploi, et les syndicats, nous, on défend l'emploi et l'emploi maintenant. Et donc, ces 3 malentendus, en fait, ils se sont quand même très conjugués pour créer des espèces de blocages, et je pense qu'il faut les affronter en tant que tels. Et les affronter en tant que tels, c'est plus facile en 2021 que ça ne l'était il y a quelques années. D'abord parce que maintenant, et ça je pense qu'il faut partir de ce postulat vraiment assez fort, la question climatique et même la question de la perte de biodiversité ne sont pas des questions qui concernent la planète. La planète, elle a vécu avec les dinosaures, sans les dinosaures, elle vit avec les humains, mais elle peut vivre sans les humains. C'est-à-dire que si le climat bascule et se rééquilibre avec des zones entières qui deviennent inhospitalières et invivables pour l'espèce humaine, ça ne posera de problème à aucunement à la planète Terre. D'ailleurs, il y a une vieille blague de Deep Ecologists où des planètes dialoguent entre elles et il y en a une qui se gratte, qui tousse et les autres lui disent « mais qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit « je sais pas, j'en peux plus, j'arrive pas à respirer, ça me démange, je suis agressée de partout. » Et une autre planète lui dit « t'inquiète pas, ça s'appelle l'humanité, ça dure quelques millénaires et puis ça s'arrête. » Et donc, ça, c'était une vieille blague, mais qui finalement a du sens. C'est-à-dire qu'il faut se dire que le combat pour le climat, le combat pour la biodiversité, c'est un combat pour l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, par principe, vouloir s'occuper de l'équilibre des écosystèmes. Mais il faut se dire que si on s'occupe des humains, ce qui est donc le sujet des syndicats, de même fédérer les efforts entre humains pour défendre les intérêts des humains, leurs droits et la justice sociale, on ne peut pas faire abstraction du débat sur le climat. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que cette question justice sociale, on la voit, et ça a été un travail qui a été mené de longue date par Oxfam, les inégalités que l'on retrouve dans le partage des richesses, on les retrouve dans les émissions de gaz à effet de serre. On les retrouve au niveau international. Nous avons actualisé notre rapport d'il y a 5 ans l'année dernière et nous avons montré qu'aujourd'hui, 10% des plus riches émettent à l'échelle de la planète 52% des émissions
de gaz à effet de serre quand les 50% les plus pauvres n'émettent que 10%. Et donc, ce ratio-là, on le retrouve aussi de manière un peu différente, mais au sein d'un pays comme le nôtre. Ça justifie aussi que c'est bien dans nos pays dits riches qu'il faut s'inquiéter de ces questions de limitation des émissions parce que ces émissions viennent de chez nous. Donc, ça justifie qu'on soit plus actif chez nous. Et quand je parle des émissions de façon globale, je parle évidemment des émissions qui sont des émissions importées, parce que si on dit le problème, c'est la production en Chine, en fait, et c'est là qu'on verra qu'on croise aussi des combats syndicaux, en fait, non. Si c'est des produits qui sont produits en Chine pour être consommés chez nous, en fait, il faut rattacher ces émissions, évidemment, à leur lieu de consommation. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est génération future et génération d'aujourd'hui. Alors ça, j'allais dire que la catastrophe climatique nous a rattrapés. Aujourd'hui, on parle d'effets qui ne sont pas des effets pour les générations futures. On parle d'effets qui sont des effets concrets aujourd'hui. Il y a depuis 3 ans maintenant plus de déplacés et de réfugiés pour cause de problèmes climatiques ou écologiques que de déplacés pour cause de conflits. On est dans un rapport de 60-40 aujourd'hui. Donc, il est évident que cette question est actuelle, que les impacts sur l'agriculture, les impacts sur la faim, du coup, sont aujourd'hui réels. Et d'ailleurs, s'il y a une mobilisation très forte de la jeunesse, c'est que quand on a 15 ans aujourd'hui, 2040, c'est le cœur de sa vie. Donc, il ne s'agit plus de s'occuper des générations futures, il s'agit de s'occuper des générations de maintenant. Donc, j'allais dire que ce deuxième malentendu, il a été rattrapé par les faits et par le temps qui a passé. Et enfin, le dernier, et qui, je pense, est au cœur du travail qui est mené au sein de Plus Jamais Ça, dont Oxfam France fait partie, mais aussi au sein du Pacte du pouvoir de vivre, puisque nous sommes dans ces deux coalitions, c'est l'opposition écologie-emploi, pour caricaturer à dessein. C'est-à-dire, oui, en fait, si vous nous dites qu'il faut moins polluer, bah, il va y avoir forcément des usines qui vont fermer et moins d'emplois. Et donc là, je pense que, et on le voit et maintenant, ce qu'on a essayé de faire, notamment avec Plus Jamais Ça, c'est de le montrer dans des cas extrêmement concrets, que ce soit à la papeterie de Chapelle Darblay ou plus original, j'allais dire, pour ceux qui ont pu connaître ces enquêtagonistes dans le passé, avec les raffineurs de Grand Puy, que écologistes, ONG environnementales et syndicalistes, défenseurs de l'emploi, portent le même combat. Et notamment un combat contre le greenwashing. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a un nouvel ennemi, entre guillemets, c'est de faire passer un certain nombre d'évolutions professionnelles ou d'activités via la nécessité écologique. Sauf que souvent, c'est totalement faux, factice, voire mensonger. C'est exactement ce qui se passe avec la raffinerie de Grand Puy. Et donc, de dire qu'on peut avoir un modèle qui soit un modèle riche en emplois et faible en impact climatique, c'est tout notre enjeu. Et c'est aussi un enjeu d'acceptabilité sociale. Je m'explique, quand on se souvient de la taxe carbone, et on se souvient que c'est ça qui a présidé à la mise en place de la Convention citoyenne sur le climat, on a dit oui, mais les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts, ils ne sont pas d'accord, c'est trop compliqué. Alors, ce que je pourrais dire en prenant ma double casquette d'actuelle directrice d'ONG, mais d'ancienne femme politique, c'est qu'en fait, c'est pas que les gens sont prêts ou pas, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est pas comme si on choisissait d'affronter la catastrophe climatique ou pas. Il faut l'affronter. Soit on laisse les choses faire et les effets vont être et les dégâts vont être très très brutaux et très violents. Soit on met les deux pieds sur le frein, on essaye de prendre le virage pour prendre le mur de biais. C'est à peu près les deux seuls scénarios qui nous restent si on est très honnête. Et donc une fois qu'on fait ça, il faut pas seulement que ce soit acceptable, il faut que ce soit compris et partagé. Donc, c'est ce qui est très intéressant dans ce qui s'est passé dans la Convention citoyenne pour le climat. Si vous vous rappelez, la Convention citoyenne avait été créée pour mettre une représentativité de toutes les Français en disant, vous verrez bien qu'on n'arrive pas à faire passer des mesures écolo. La fin du film, puisqu'on connaît la fin du film, c'est que non seulement le président et le gouvernement n'ont pas tenu compte des conclusions de ce dialogue d'une certaine façon partenariale, comme ça a pu être le cas dans d'autres dialogues paritaires, par exemple, mais en plus, ces gens qui étaient partis d'endroits très différents ont convergé vers des solutions radicales. Pourquoi? Et ça, c'est l'élément que je trouve très rassurant, parce que n'importe quel humain doté d'un cerveau en état de marche, à qui on donne les éléments scientifiques sur la réalité de la situation, aboutit à une conclusion assez naturelle qui est la nécessité de l'action. Donc, ça, c'est très rassurant sur la maturité collective. En revanche, et c'est le dernier point, et c'est celui sur lequel je vais conclure, il y avait
là, pour le coup, c'était pas justement un antagonisme entre syndicats et écologistes. Au contraire, c'était une conviction partagée, celle de la nécessité de l'action collective et des politiques publiques. Les syndicats portent au cœur de leurs valeurs l'idée que l'action collective, la négociation, la discussion, l'existence même d'un rapport de force est positive, et en tout cas qu'il y a impérativement besoin de politiques de régulation. Alors, elles peuvent être dans beaucoup de domaines, mais en tout cas, elles sont nécessaires, ces politiques de régulation collective. Et le cabinet Carbone 4, qui a travaillé sur cette question des émissions et de la responsabilité, a montré de la façon la plus nette qui soit qu'aujourd'hui, si on était tous en France exemplaires sur nos consommations, nos modes de transport, les plus écologiquement exemplaires possibles, eh bien, on atteindrait 25% du chemin qui est nécessaire pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire rester vraiment sous les 2 degrés. 75% dépendent de politiques publiques et de décisions plus structurelles. Et là, nous sommes, j'allais dire, totalement en phase sur la nécessité d'organiser, de planifier par la discussion, on peut utiliser le terme que l'on veut, cette transformation de nos modes de production, de nos modes de consommation, de nos modes de travail. Et donc, je pense que le temps est venu d'une nouvelle ère du dialogue social au sens le plus large qui soit, entre les corps constitués, mais aussi, pourquoi pas, avec des expériences du type de celle de la Convention citoyenne, notamment quand elles sont ponctuelles sur des points précis, pour réussir à faire en sorte que ce chemin il soit pris de façon collective. Voilà, c'est vraiment l'esprit dans lequel nous, on participe à Plus Jamais Ça et au Pacte, et on est très heureux. Et on est très heureux aussi d'avoir pu faire la démonstration qu'on travaillait sur un scénario de proposition globale, mais qu'on s'attaquait dès aujourd'hui à des luttes, sur des situations de lutte sociale très contemporaines et très locales même parfois, et qu'on pouvait montrer à la fois cette vision globale et sa traduction effective dans des cas concrets qui touchent la vie, le travail des salariés aujourd'hui. Merci Cécile. Merci pour ta concision dans un exposé qui, pour autant, a été riche, mais bien évidemment, tu pourras réintervenir à loisir dans la suite de la discussion en fonction des réactions de notre public. Donc, deuxième intervenant, Julien Rivoire. Julien, tu es, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sein de la FSU, d'une part, l'un des principaux animateurs de son secteur alternative économique et sociale, donc qui percute complètement ce dont on est en train de débattre, et tu es membre donc, de différentes instances d'attaque où tu représentes effectivement la FSU. Et Cécile a abordé dans son intervention notamment le travail du collectif, enfin des collectifs, parce que la FSU aussi, effectivement, j'ai parlé beaucoup de Plus Jamais Ça, mais collectif sur le pouvoir de vivre, la FSU y participe aussi, et qui a abouti à cette publication récente sur Pas d'emploi sur une planète morte, qui tentait de faire la démonstration qu'il n'y a pas opposition entre évolution écologique positive et la question de la situation d'emploi. Et ça fait suite à quelque chose qui avait été écrit il y a déjà un peu plus de temps, qui était 1 million d'emplois pour le climat, qui aboutissait à la même démonstration. Et je pense qu'on peut dire, Julien, que tu as été un peu une des chevilles ouvrières de ces différents travaux, parce que tu y portais les mandats de la FSU. Et est-ce que tu peux nous développer tout ça, toutes les réflexions de la FSU en la matière, et le combat que tu as mené dans ces différents domaines? Effectivement, merci Jean-Marie. Je vais juste essayer de respecter le temps imparti. Donc, à la suite de Cécile, je vais poursuivre sur quelques enseignements sur Plus Jamais Ça, du point de vue effectivement d'un syndicaliste engagé dans les mouvements climat depuis plusieurs années, pour essayer ensuite d'ouvrir quelques pistes de réflexion sur ce que peut être l'éco-syndicalisme. Je vais mettre des guillemets, voilà, mais en m'appuyant notamment sur les propositions de la FSU, issu de notre dernier congrès qui s'est tenu à Clermont. Alors, quelques enseignements de cette coalition. Moi, je partage ce que disait Cécile, mais il y a quelques années, je pense que je n'aurais pas été totalement d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu des évolutions, et Plus Jamais Ça signe une double avancée dont il faut prendre la mesure, une double avancée relativement récente et très positive. D'une part, dans les mouvements écolos, avec l'intégration d'un discours et d'une pensée, d'une réflexion sur les questions sociales. Alors, une anecdote pour illustrer, à Bayonne en 2018, c'était
c'était l'arrivée du Tour Alternativa, un tour en vélo qui avait sillonné toute la France. Une réunion s'est tenue rassemblant plus de 30 responsables associatifs et personnalités considérées comme influentes dans le mouvement climat. Nous étions que 2 syndicalistes. Et pendant plus de 2 heures de réunion sur la stratégie du mouvement climat, où l'enjeu était d'échanger sur les campagnes à construire pour gagner en ampleur dans ce mouvement, pas une fois le mot travail ou la question ou même les salariés ont été évoqués. Aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout dans la même situation. La question de l'articulation de la fin du monde et de la fin du mois, la question de l'articulation du social et de l'écologie est réellement intégrée par l'ensemble des organisations écologiques, que ce soit d'Alternativa à Greenpeace en passant par la FN, des mouvements institutionnalisés ou plus des collectifs plus militants. Une évolution très nette est à l'œuvre et il faut, je crois, que les syndicalistes, l'ensemble des organisations syndicales, intègrent dans notre appréciation les bougées et les mouvements les bougées des mouvements écolos. Plus jamais ça marque aussi l'évolution des organisations syndicales. Bon, alors bien entendu, nous on peut toujours se dire oui, la FSU, avec Solidaire d'ailleurs, était dès 2009 dans la coalition française à l'occasion de la COP à Copenhague. Mais entre nous, l'intégration des questions écologiques est sans commune mesure aujourd'hui, même si on peut encore faire mieux et travailler. Nous devons aussi noter les évolutions positives des confédérations et des grandes confédérations, à l'instar de la CGT, qui joue un rôle moteur dans Plus jamais ça. Il serait donc aujourd'hui injuste, à mon avis, de faire passer les organisations syndicales comme des freins à la transition écologique. Nos OS sont du côté de celles et ceux qui affrontent la réalité du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, et non de celles et ceux au sein de grandes entreprises, mais également du champ politique, qui cherchent constamment à freiner la transition au contraire. Et donc, il faut intégrer aussi ces évolutions positives, même si, on y reviendra, il y a encore à faire. Comment expliquer ces bougées relativement rapides dans l'histoire de nos mouvements respectifs? À mon avis, en France, les doubles mouvements sociaux, que ce sont ceux des Gilets jaunes et l'émergence des manifs de jeunes pour le climat, nous ont tous et toutes bousculés, que ce soit les assos écolos ou les OS, les organisations syndicales. Mais il est quand même intéressant de constater que ces évolutions se retrouvent à l'international avec plusieurs coalitions qui existent en Belgique, au Canada, au Royaume-Uni, je ne ferai pas toute la liste, qui sont à l'image de Plus jamais ça, à la fois dans leur composition et dans leurs objectifs. Donc, il y a sûrement des causes communes à chercher dans l'accélération des crises économiques et des conséquences environnementales sur toute la planète. Alors, ce sont sûrement des réveils qu'on peut qualifier de tardifs, hein, tant les urgences sont fortes, mais intégrons tout de même ces évolutions extrêmement positives pour aborder la suite. D'autre part, sur Plus jamais ça, il me semble qu'il faut, Cécile l'a évoqué, mais je crois qu'il y a Plus jamais ça marque une double avancée qualitative, que ce soit sur le contenu porté, mais aussi sur les objectifs que s'assigne cette campagne. Et encore une fois, une rapide comparaison pour illustrer mon propos. En 2015, la FSU a activement participé à la coalition Climat 21 au moment de la COP 21. Il y avait plus de 130 organisations qui ont travaillé plus d'1 an ensemble à l'occasion et avant la COP 21, une alliance très positive, mais qui s'est construite sur un certain niveau de généralité, à la fois en termes de discours, d'analyse et en termes d'initiative. C'est-à-dire que chaque organisation souhaitait conserver son agenda propre. Les organisations syndicales travaillaient davantage sur les enjeux de la transition juste pour les salariés, tandis que les organisations environnementales avaient leur agenda sur telle ou telle campagne, sur tel ou tel aspect revendicatif centré sur l'environnement. Et tout le monde était regroupé ensemble, certes, sur un parapluie commun et l'organisation d'une grande manifestation, et puis chacun avait ses activités propres. Donc, un cadre commun très positif, hein, mais sans agenda partagé en termes de propositions, ni même de campagne concrète. Nous n'en sommes plus du tout, nous ne sommes plus du tout dans la même configuration aujourd'hui. D'une part, sur les propositions, que je ne vais pas avoir le temps de détailler ici, hein, mais tu as fait écho, on les retrouve sur le site de la FSU, dans le plan de sortie de crise, les 34 mesures que nous avons publiées l'an dernier, ou dans le rapport Pan d'emploi sur une planète morte que nous avons publié le 9 mai dernier. Vous verrez que nous sommes au-delà des grands principes ou de la défense de valeurs. Nous portons ensemble des propositions concrètes pour défendre ou acquérir des droits, que ce soit sur la protection sociale, la reconversion des salariés, la sécurité sociale professionnelle, au nouveau statut du salarié évoqué
tout à l'heure par Maryse Dumas, sur l'augmentation des salaires, y compris sur des propositions de financement, etc. Et y compris des propositions chiffrées. Donc, nous sommes arrivés à un point où nous sommes capables ensemble, mouvement écolo, mouvement organisation syndicale, de confronter nos points de vue, y compris nous assumons publiquement ce qui reste un débat, avec la conviction partagée, et je crois c'est un point d'appui très important pour l'avenir, qu'on n'arrivera pas à avancer chacun dans son couloir. D'autre part, au-delà de ces productions, je crois que nous démontrons que nous sommes tout à la fois capables de nous opposer ensemble à un capitalisme néolibéral qui exploite à la fois l'humain et la nature, mais en cherchant toujours à aller au-delà de l'opposition, en traçant des pistes pour une autre société, pour un avenir désirable. Bon. De fait, je crois que le travail fait au sein de Plus Jamais Ça alimente notre propre réflexion, notre propre projet de transformation sociale à la FSU, en interrogeant la nature même du processus de production, de ce qui doit être produit, des conditions de cette production, de qui doit prendre les décisions, etc. etc. Et donc, en ce sens, ce sont aussi des alliances qui nourrissent les organisations syndicales et notre organisation syndicale. Pour autant, sur Plus Jamais Ça, pour finir sur Plus Jamais Ça, avant d'aborder les enjeux plus propres à la FSU, pour autant, il ne s'agit pas de repeindre la réalité en rose ou en rouge et vert, comme vous voulez. Le volontarisme dont nous faisons preuve, aussi positif soit-il, ne règle pas mécaniquement les difficultés, et les difficultés, les problèmes demeurent, et ils sont sérieux, et il faut les affronter. Bon, tout d'abord, Plus Jamais Ça est aujourd'hui une alliance qui est construite au niveau des organisations, et notamment de leur direction. C'est une construction qui a des acquis très précieux, solides à mon avis, en termes de compréhension des cultures militantes, en termes de confiance qui se construit. Mais nous savons bien qu'aussi intéressantes soient-elles, nos propositions n'auront que peu d'impact si nous n'arrivons pas à construire les dynamiques au niveau local, à la base, en mettant en mouvement nos collègues et la population. Et donc, c'est une condition, ça, pour construire le rapport de force dans et à l'extérieur de l'entreprise, dans et à l'extérieur des services publics. Alors, on essaye, Cécile l'a évoqué, je crois que Jean-Michel Drevon reviendra là-dessus, c'est l'exemple des batailles menées sur la Chapelle et Grand Puy, c'est des points d'appui aussi, mais il faudra qu'on arrive à développer, parce que c'est une condition aussi pour engranger des victoires qui peuvent être à même de convaincre des secteurs syndicaux qui restent frileux, voire opposés à l'alliance entre organisations syndicales et associations écologiques. Et ces secteurs syndicaux opposés existent. Il ne s'agit pas de se voiler la face à ce sujet. Développer ces dynamiques localement est également une condition, à mon avis, pour donner du corps à nos propositions, pour permettre qu'elles infusent dans la société et ainsi mener et avancer dans la bataille des idées. Et à ce jour, je dirais que nous sommes au milieu du gué. 35 collectifs locaux, Plus Jamais Ça, recensés en France, construits en à peine un an, au cours quand même d'une période particulière, avec différentes périodes de confinement, des couvre-feux, c'est-à-dire des réunions Zoom, pour le dire clairement. Au vu du contexte, c'est donc très positif et la marque d'un réel potentiel, d'une envie qu'il s'agit d'alimenter et développer. Mais nous ne pouvons pas non plus passer sous silence le fait que le maillage territorial est à ce jour insuffisant pour vraiment construire un rapport de force suffisant, et surtout qu'un certain nombre de comités locaux, et de Plus Jamais Ça, disent peiner à trouver aussi des modalités d'action communes. Bon, et ce qui me permet de faire le point sur la transition avec l'aspect, à mon avis, très important qu'il s'agit de discuter, qu'on discutera aussi dans la FSU lors du prochain congrès, c'est ces difficultés à incarner sur le terrain ces combats sociaux et écologiques. Ça ne se pose pas pour Plus Jamais Ça, ça se pose évidemment pour notre syndicalisme. Comment faire pour que l'écologie devienne une préoccupation syndicale de tous les instants, qui s'incarne concrètement dans notre activité quotidienne de syndicaliste. Et pour nous, à la FSU, c'est de savoir comment une fédération de la fonction publique peut intégrer ces enjeux de transition écologique pour mettre en mouvement les collègues. Alors, la FSU ne part pas de rien, elle a travaillé lors de son dernier congrès déjà à Clermont, et puis on entame un processus de congrès. Et donc, ce qui suit s'appuie sur les mandats issus de notre dernier congrès. Je ne vais pas vous en faire la litanie et l'ensemble de la présentation, mais pointer un certain nombre d'éléments qui peuvent alimenter la réflexion. Tout d'abord, nous devons rappeler le rôle essentiel des services publics pour impulser la transformation écologique de la société.
il faut rappeler l'effet de structure des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les services publics émettent environ 2 tonnes par personne et par an en France de gaz à effet de serre. Nous devons atteindre à l'horizon 2050 1,5 tonnes par personne au total, tout compris. C'est-à-dire vos déplacements, votre alimentation, vos émissions liées à votre hébergement et les émissions des services publics rapportées à chacun et chacune pour respecter l'accord de Paris. Évidemment que c'est impossible si les émissions des services publics ne sont pas quasi neutres ou réduisent drastiquement. Donc, il y a un défi là pour les services publics, pour l'État, mais aussi une opportunité pour que les services publics jouent tout leur rôle dans la transition. C'est une opportunité aussi pour améliorer l'accueil des services publics et les conditions de travail des agents. Très concrètement, ça se voit à notre quotidien et je crois que nombre d'agents l'ont vécu il y a 2 ans au cours du mois de juin avec des chaleurs étouffantes et des bâtiments, que ce soit dans les écoles ou des bureaux dans lesquels il était tout bonnement impossible de travailler. Il y a là matière à mener des batailles pour que nos conditions d'exercice nous préservent des manifestations du dérèglement climatique et ce sont des batailles tout autant écologiques que pour nos conditions de travail. Ça passe par l'isolation thermique des unités de travail, bien sûr, politique qui permettrait, y compris, de créer des milliers d'emplois. À travers cet exemple, nous voyons aussi que nous avons besoin de défendre et de renforcer des instances de contrôle, telles les CHSCT, qui s'assurent des réponses aux risques professionnels provoqués par la crise environnementale. Très concret également, c'est faire valoir notre droit à une alimentation collective de qualité, dont les cantines scolaires, bien sûr, mais également l'ensemble des restaurations collectives. C'est une alimentation collective de qualité, avec des repas diversifiés, provenant de circuits courts. C'est tout à la fois créateur d'emplois, dans l'agriculture évidemment, j'imagine que Véronique va l'évoquer, mais c'est également dans les cuisines collectives, ce qui implique des emplois qualifiés, des emplois qui peuvent aussi apporter de la fierté dans le travail effectué, à pouvoir servir des plats de qualité bien préparés avec des bons produits. Je développerai pas cette question, je crois que ça a été évoqué dans la table précédente, mais et Jean-Michel reviendra, mais cette question du sens que l'on donne à notre travail, de notre fierté au travail bien fait, c'est un enjeu, à mon avis, central aussi à prendre en compte dans tous ces débats sur la transition écologique de notre modèle de production. Bon, voilà. Alors, ça pourrait être aussi, mais j'étais un peu long, ça pourrait être aussi faire valoir nos droits à la mobilité, travailler y compris à des enjeux très concrets sur les règles de mutation qui permettraient le rapprochement du domicile selon des modalités qui prennent en compte, bien sûr, le vœu des agents. Ça, c'est aussi des questions qui s'inscrivent dans notre réalité au travail, qui sont des enjeux liés au numérique. On sait aujourd'hui que l'usage de plus en plus intensif des outils et des techniques numériques a un impact désastreux sur l'environnement, notamment dans les pays où sont extraites les ressources pour les produire. Mais ces questions du numérique se posent aussi avec acuité maintenant au travail, encore plus depuis 1 an. Très concrètement, nous sommes pour davantage de services publics, évidemment, à la FSU, mais ça ne veut pas dire n'importe quel service public. Par exemple, dans les universités, nous ne portons pas la revendication ou l'espérance d'universités complètement en distanciel où tout serait numérique. Bon, donc on voit bien à travers cet exemple du numérique que nous avons là un travail à approfondir, mais qui permet d'articuler concrètement les questions du travail concret, de l'organisation du travail, les enjeux écologiques et les choix de politique économique. Je n'ai pas fait le tour de tous les mandats de la FSU, j'ai pointé quelques enjeux. Je n'ai pas évoqué les enjeux essentiels de la formation et des programmes scolaires, qui intéressent forcément grandement la FSU, mais Jean-Michel Drevon va les aborder. Donc, pour conclure, je finirai si tu me laisses encore 2 minutes, enfin 1 minute, pour conclure. Je ne sais pas si l'éco-syndicalisme peut incarner le syndicalisme du XXIe siècle. Je pense qu'on a tout intérêt à en tout cas intégrer ces enjeux-là, mais nous voyons bien à travers notre implication dans Plus Jamais Ça et les questions syndicales qui nous sont posées, que nous avons là à renouveler au moins notre
articulation de notre double besogne syndicale, hein, notre articulation entre nos combats quotidiens et notre projet d'avenir à l'aune des urgences que pose l'effondrement de la biodiversité et la crise climatique. Enfin, dans l'ensemble des propositions que nous portons, nous voyons bien qu'il y a une question aussi qui est un fil rouge, une question centrale au travail, qui est la question démocratique. Qu'on pourra discuter tard, mais c'est la question de la place des salariés dans les processus de prise de décision qui sont déterminants pour aussi porter concrètement nos revendications éco-syndicales. Merci. Merci Julien. Non, tu n'as pas à t'en faire. 16 minutes, c'est raisonnable pour 15 minutes données. Surtout que Cécile t'avait donné un peu de crédit. Non, simplement, avant de passer la parole à Véronique, parce qu'il commence à y avoir des réactions dans le chat, dont 3 de Batia, et je propose qu'on reprenne ce débat un peu plus tard, qui conteste l'appellation Plus jamais ça. Alors c'est vrai que dit comme ça, la réaction peut se comprendre. Je voulais simplement donner un petit mot d'explication de comment ce terme est venu sur le tapis. C'est que initialement ce collectif s'appelait le collectif pour une urgence sociale et environnementale, qui avait commencé à travailler avant que personne ne sache ce qu'était le Covid. Et effectivement, quand la crise est arrivée, on s'est aperçu que ce soit les causes qui ont amené à cette pandémie ou que ce soit la façon dont ça a été maltraité par la suite, ça correspondait à tout ce qu'on avait travaillé et réfléchi en amont. Et ce qui a amené le collectif, à l'époque urgence sociale et environnementale, à sortir ces propositions, ces 34 propositions pour un plan de sortie de crise. Et c'est par référence à cette sortie de crise qu'est sorti le terme Plus jamais ça. Donc il n'a pas d'autre connotation que celle-là, mais ça peut se discuter et on pourra y revenir plus tard dans la discussion. Donc, je vais maintenant passer la parole à Véronique Marchesso, donc de la Confédération paysanne. Je dis simplement un petit mot. Quand on a organisé ce colloque au niveau de l'Institut de recherche, on a cherché dans chacune des tables rondes à associer une des organisations syndicales extérieures à la FSU qui partageait un certain nombre de valeurs que l'on voulait transmettre à travers les débats qu'on a aujourd'hui. Et il nous a semblé intéressant, sur cette table ronde, d'inviter la Confédération paysanne, parce que dans le monde syndical, c'est une organisation syndicale un petit peu atypique, parce que ça s'adresse à des agriculteurs qui sont très souvent considérés plus comme des entrepreneurs. D'ailleurs, beaucoup se présentent comme étant entrepreneurs agricoles ou pire encore exploitants agricoles, et que la Confédération paysanne considère bien que les agriculteurs sont des travailleurs comme les autres. Et d'ailleurs, si vous me permettez de consacrer une petite minute, je reprendrai un terme, quelques mots prononcés par Philippe Martinez quand on a eu et mes excuses à Batia, mais une des actions de la Confédération paysanne à Fercé en Loire-Atlantique, où Philippe Martinez, dans son intervention, a dit « Vous pouvez vous interroger sur que fout la CGT avec les bottes dans la paille. On a plus l'habitude d'aller dans les ateliers. Mais honnêtement, quand un paysan, il a dit ça, quand un paysan me parle de l'amour de son travail et qu'il me dit qu'il faut qu'il puisse gagner sa vie en même temps que d'avoir un peu de temps pour faire autre chose, ça me parle. » C'était quelque chose d'important, et je pense que si j'ai cité cette phrase, c'est que c'est vraiment révélateur du combat que mène la Confédération paysanne. Et l'autre aspect important de la Confédération paysanne, c'est effectivement de faire vivre le monde agricole tout en préservant les ressources de la planète, mais aussi sa préoccupation que l'évolution des problématiques agricoles et la production alimentaire en France et en Europe, de bien réfléchir à toutes les conséquences internationales et les répercussions que ça peut avoir sur le reste du monde. Voilà, donc Véronique, je te laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marie, nous, on se considère avant tout comme des paysans et comme des paysannes, et surtout pas comme des exploitants agricoles tels qu'on est définis de façon assez officielle. Exploitant étant pour nous un peu un gros mot.
Et donc, à la Confédération paysanne, nous sommes un syndicat représentatif agricole, mais minoritaire. Nous avons l'habitude de longue date de travailler en convergence avec des coalitions dont les membres peuvent être à la fois dans et hors du milieu agricole, afin de pouvoir peser un peu plus dans les débats qui portent sur l'agriculture. Alors, prendre en compte les dimensions sociales et environnementales est dans l'ADN même de la Confédération paysanne. Lors de son assemblée générale constituante en 1987, s'affirme clairement déjà le double projet syndical, la défense des travailleurs de la terre, donc la question sociale, et l'affirmation d'une alternative au productivisme à travers le projet d'une agriculture paysanne dans laquelle s'inscrit la question environnementale. Les deux axes sont explicitement formulés dans la raison sociale de notre syndicat, qui s'intitule « Pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs ». La crise sanitaire récente a révélé à la population le rôle crucial des paysans et des paysannes pour l'approvisionnement alimentaire. Sans paysans et paysannes, c'est le besoin essentiel de se nourrir qui est mis à mal. Les longues chaînes mondialisées et segmentées présentent des limites sérieuses sur tous les plans. Cette situation plaide pour une confiance accrue dans des systèmes alimentaires relocalisés, notamment concernant l'autonomie des villes, qui est aujourd'hui extrêmement réduite. Mais cette relocalisation ne se fera pas sans des politiques publiques de protection économique et sociale des paysans et des paysannes. Comme tout à l'heure l'a rappelé Cécile Duflot, les leviers majeurs, ce sont bien les politiques publiques. Alors, paysan, paysanne est un métier d'utilité publique. C'est aussi un métier d'avenir à la croisée de l'urgence sociale, comme producteur d'alimentation, besoin primaire de la population, et de l'urgence écologique, comme gestionnaire majeur des écosystèmes de la planète. L'amélioration des droits des autres travailleurs et travailleuses est aussi cruciale pour réussir le changement d'un modèle agricole et alimentaire, et de façon générale un nouveau projet de société émancipateur. Les autres métiers d'utilité publique ont aussi besoin d'être reconnus et revalorisés dans la santé, l'éducation, les transports, l'alimentation. Des coalitions… Véronique, oui, excuse-moi, je te coupe une seconde. C'est juste un aspect technique, c'est que comme c'est retransmis en direct, si tu pouvais recadrer ta caméra, parce que là, on voit quasiment que tes yeux. Excuse-moi. D'accord. Attends, je ne me vois pas, donc je vais voir à quoi je ressemble pour hop, me recadrer un peu. Voilà. Est-ce que comme ça vous va mieux? Éloigner un petit peu, voilà. Voilà, ok. Encore un peu. Ça vous va là? Ça sera décompté de ton temps de parole, hein, c'est bon. Ok. Donc, j'en étais à des coalitions qui portent des revendications pour l'amélioration des conditions de travail en général. Et donc, parmi ces coalitions, il y a le collectif Plus Jamais Ça, mais dont il a été largement parlé dans l'intervention précédente, donc j'y reviendrai assez peu. Alors, les propositions et revendications que nous portons pour une agriculture inscrite dans un projet global de société, nous les portons soit seuls, soit en convergence. Et donc, je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, notre première grande revendication, c'est d'atteindre une vraie souveraineté alimentaire. Et là, nous le portons en convergence notamment avec la Via Campesina, un mouvement paysan dont nous faisons partie. Lors du sommet mondial de l'alimentation en 1996, la Via Campesina a changé à jamais le visage de l'agriculture en créant et en défendant l'idée de la souveraineté alimentaire. La Via Campesina, qui se traduit par la voix des paysans, est un mouvement social international de base, sans doute le plus important du monde. Il s'emploie à éduquer et à autonomiser les petits agriculteurs, les pêcheurs, les travailleurs agricoles, les femmes rurales et les peuples autochtones du monde entier, afin qu'ils puissent reprendre leur pouvoir dans le système alimentaire mondial. La souveraineté alimentaire désigne le droit des populations de leur État ou Union à définir leur politique agricole et alimentaire sans détruire celle des pays tiers. C'est donc un concept éminemment démocratique qui part des territoires et des initiatives locales. La souveraineté alimentaire sera paysanne ou pas. Elle est aujourd'hui énormément dévoyée par la FNSEA, par le président Macron, par le ministre de l'Agriculture qui parle de souveraineté agroalimentaire et c'est vraiment un dévoiement total. Donc, pour atteindre cette souveraineté alimentaire, il faut protéger en fait l'agriculture et ses travailleurs et on protégera par la reconnaissance du travail et par le revenu. La première reconnaissance du travail essentiel passe par un revenu digne, équitable et sécurisé. Ça passera aussi par des outils de protection économique
Protéger est un préalable pour nous à la relocalisation nécessaire qui est apparu indispensable pendant cette crise sanitaire. Donc, des outils de protection économique sont nécessaires pour permettre aux pouvoirs publics et acteurs économiques locaux de développer une économie relocalisée. Pour atteindre la souveraineté alimentaire, nous demandons la fin des accords de libre-échange et l'arrêt de toutes les pratiques de dumping qui encouragent le moins-disant social et écologique et empêchent toute relocalisation durable. Le dogme du libre-échange est profondément incompatible avec la relocalisation, la diversification et la transition de nos systèmes agricoles et alimentaires. Les tribunaux d'arbitrage favorables aux investisseurs privés inclus dans les accords de libre-échange approfondis doivent être démantelés définitivement. Ils sont une atteinte grave à la démocratie et empêchent toute politique ambitieuse dans le sens de l'intérêt général. Une réglementation stricte doit combattre l'impunité des multinationales, la dérégulation et la spéculation bancaire et financière, les oligopoles comme celui de la grande distribution, pour permettre le développement des circuits locaux, des commerces de proximité, l'installation, l'autonomie et la souveraineté technologique des paysans et des paysannes. Donc tout ça, ce sont des revendications qu'on porte collectivement, évidemment. Le marché unique de l'Union européenne doit être repensé en instaurant des prix minimums d'entrée, en expérimentant notamment sur les fruits et légumes, une filière extrêmement fragilisée dans notre pays. Ce prix minimum d'entrée sera fixé au niveau du coût de revient du pays, permettant la neutralisation des concurrences déloyales permises par un moins-disant social et écologique, tout en laissant la porte ouverte à une harmonisation vers le haut des conditions sociales et environnementales dans les pays exportateurs. Des clauses de localité doivent pouvoir être intégrées dans les marchés publics pour privilégier l'approvisionnement local contre le libre commerce. Protéger aussi passera par une planification sur le plan social, sanitaire et environnemental. Ces outils de protection permettent aux politiques publiques de soutenir et d'accompagner financièrement les paysans, les paysannes dans la transition sociale et écologique. Protéger des fluctuations des marchés et des importations déloyales, une véritable politique d'affranchissement des pesticides et engrais de synthèse pour aboutir avec succès. Cette politique permettra de protéger en premier lieu la santé des paysans, des paysannes et la santé environnementale. Donc là, on retrouve des combats communs portés notamment avec Oxfam, comme c'était dit tout à l'heure. Les droits des travailleurs et travailleuses doivent aussi être renforcés et contrôlés. Une conditionnalité des aides PAC doit permettre de les protéger pour qu'ils aient des conditions de travail dignes et les mêmes droits que ceux du pays d'accueil en supprimant le dumping social du travail détaché. Protéger économiquement permet ensuite des planifications pour des changements systémiques forts pour répondre à l'urgence sociale et écologique. Reterritorialisation de l'élevage, relocalisation de l'approvisionnement de la restauration collective, réponse concertée aux besoins alimentaires locaux. Cette planification permettra ainsi le développement des protéines végétales locales et contribuera à la lutte contre le changement climatique, notamment avec l'arrêt de la déforestation importée. La relocalisation, en lien avec les besoins alimentaires locaux, amènera une diversification des fermes, des territoires et de notre alimentation, impossible dans un contexte de compétition mondiale poussant à la spécialisation et à la segmentation des chaînes de production. Notre grosse revendication pour atteindre nos objectifs, c'est d'installer 1 million de paysans et de paysannes. Pour installer, il nous faut un accès sécurisé à la terre, sécurisé et équitable. Pour sécuriser le foncier nourricier et rendre l'accès à la terre équitable, une loi foncière est indispensable pour lutter contre l'accaparement des terres à des fins d'artificialisation ou d'agrandissement. Nous portons ces revendications au sein d'une coalition foncière rassemblant aussi des membres dans et hors le milieu agricole. L'arrêt des projets d'investissement inutiles, le renforcement du contrôle des structures, la transparence des montages sociétaires, l'instauration d'outils de préemption et de priorisation pour l'installation de projets paysans écologiques et sociaux sont autant de mesures urgentes. Pour installer, il nous faut un accompagnement à l'installation-transmission. Un paysan sur 2 partira à la retraite dans les 10 ans. La courbe est clairement à la baisse continue du nombre de paysans et paysannes depuis plus de 50 ans. Pourtant, l'agriculture suscite l'intérêt d'un nombre croissant de personnes, mais ces dernières ne rencontrent pas l'accompagnement nécessaire entre leur première prise de contact avec le monde agricole et la concrétisation de leurs projets. Nous appelons émergence cette période cruciale qui précède le parcours à l'installation. C'est le principal angle mort des politiques à l'installation actuellement. La tâche est donc de grande ampleur. Tous les moyens doivent être mis à l'émergence des projets, à l'accueil des porteurs de projets non issus du milieu agricole et à l'accompagnement des projets agricoles jusqu'à leur concrétisation. Des associations de développement agricole réunies dans un pôle rassemblant les initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale doivent être soutenues. Les projets innovants doivent être accompagnés. La formation doit encore se poursuivre lors des phases post-installation grâce aux échanges entre paysannes et paysans.
Des assises de la transmission doivent être organisées pour déboucher sur des outils concrets facilitant la transmission des fermes pour l'installation, y compris des outils d'incitation à la division des grandes structures pour cesser tout départ de terres supplémentaires à l'agrandissement. Installer passera aussi par un système d'enseignement-formation rénové. La consolidation du budget et la refonte des programmes de l'enseignement agricole sont une priorité pour réussir ce plan d'installation massive de paysans et paysannes en collaboration avec les enseignants et enseignantes des établissements agricoles. Nous y travaillons notamment au sein du comité de défense et de développement de l'enseignement agricole public qui regroupe entre autres le SNETAP-FSU, la CONF, la FCPE, les parents d'élèves et plusieurs parlementaires. Installer passera par des politiques publiques favorables à l'emploi. Pour privilégier l'installation, il faut passer d'une logique d'aide à la surface à une logique d'aide à l'actif dans la politique agricole commune. Nous travaillons sur la politique agricole commune avec une plateforme qui s'appelle Pour une autre PAC, qui réunit de très très nombreux partenaires dans le monde agricole, parmi les ONG environnementales et d'autres associations civiles. Donc le plafonnement des aides PAC et autres aides publiques doit aussi contrer la tendance à l'agrandissement des structures, à la captation d'aides publiques, au détriment de l'emploi et de la vie dans les territoires. Nous avons porté ces revendications tout au long des négociations sur le plan stratégique national, la déclinaison française de la PAC. Et la semaine dernière, nous avons organisé une manif à la Direction générale de Pôle emploi pour décrocher un rendez-vous avec le président Macron et porter au plus haut nos revendications légitimes au regard de l'intérêt général. Revendications qui n'ont absolument pas été prises en compte par le ministère de l'Agriculture quand il a décidé quelles étaient les orientations du plan stratégique national. Les aides à l'installation doivent aussi être ouvertes aux récents installés sans limite d'âge à 40 ans. L'afflux de personnes en reconversion professionnelle doit être accueilli favorablement. Et enfin, la dernière partie de nos revendications pour l'agriculture, c'est d'avoir une vraie cohérence entre l'agriculture, alimentation et environnement. Et nous avons appelé cet ensemble de revendications socialisées, avec socialiser pour une sécurité sociale de l'alimentation. Mettre fin à la précarité alimentaire en France doit être la prochaine grande avancée sociale de notre société. Pour cela, la création d'une branche alimentation dans la sécurité sociale doit être explorée au plus vite. Ce projet démocratique doit se mener avec une gouvernance telle que pensée en 1945. Université de l'accès, conventionnement des professionnels réalisé par des caisses gérées démocratiquement et alimentées par des cotisations sur la valeur ajoutée. Cette sécurité sociale de l'alimentation est un formidable levier pour une transformation du système de l'alimentation, production, transformation, distribution, consommation, vers une démocratie alimentaire basée sur des besoins alimentaires locaux. Socialiser passe aussi par une politique agricole et alimentaire et une gouvernance élargie aux citoyens et citoyennes. Donc là, on revient à la politique agricole commune et nous nous battrons jusqu'aux derniers arbitrages pour influer sur la prochaine programmation de cette politique. Pour nous, l'agriculture et l'alimentation ne sont pas des domaines réservés aux syndicats agricoles et aux acteurs de l'agrobusiness. Le devenir agricole et alimentaire appartient aussi aux citoyens et citoyennes. Pour cela, la gouvernance des instances agricoles et alimentaires, dont les chambres d'agriculture, doit être revue pour plus de pluralisme, de transparence et d'ouverture à la société civile. L'intégration des citoyens et citoyennes doit être effective, significative et permettre une réorientation des modèles agricoles et alimentaires qui répondent aux défis actuels d'urgence sociale et écologique. Socialiser pour une transition agricole répondant aux enjeux de société. Donc la PAC, on espère aussi qu'elle sera un levier majeur pour la transition écologique. Nous attendons aussi que les soins pour les plantes et les animaux et végétaux soient encouragés, soutenus, débloqués réglementairement sur la base des savoir-faire paysans. Et enfin, qu'un dialogue entretenu entre paysans, paysannes, citoyens, citoyennes qui favorisera l'intégration des enjeux écologiques, de climat, de santé, d'installation et de relocalisation sur les territoires. Enfin, socialiser pour des territoires ruraux dynamiques. Le projet agricole et alimentaire de la Confédération paysanne s'inscrit dans un projet de société plus large qui donne une véritable impulsion aux territoires ruraux. Cette reconnaissance du rôle central de la ruralité dans l'aménagement des territoires passe par le développement des services publics de proximité, éducation, santé, des commerces de proximité et d'un réseau fonctionnel de télécommunications. Pour un plan d'installation massive, c'est en effet l'ensemble du développement territorial qui est à revoir. La décentralisation des activités et le rééquilibrage économique entre territoires en lien avec des infrastructures de transport repensées sont nécessaires pour redynamiser les campagnes.
L'attractivité du milieu rural passe par des investissements importants dans des pôles d'activité en milieu rural, au-delà de l'activité agricole, dans une offre en logement de qualité, dans la jeunesse et la culture. Et pour conclure, je reviendrai sur les interventions des personnes ce matin qui ont fait état de la fragmentation des luttes qui affaiblit l'action syndicale et pour y pallier une nécessaire recomposition du syndicalisme et des convergences des luttes sociales et syndicales, avec pour objectif majeur de faire et défendre du ou des communs et inventer un autre monde que celui du néolibéralisme, un monde porteur d'avenir et d'espoir pour nous aujourd'hui et pour les générations qui nous suivent. La CONF s'inscrit pleinement dans ces constats et porte depuis longtemps des questions agricoles intéressant l'ensemble de la société avec nos concitoyens et concitoyennes. L'alimentation et le McDo, les semences et les OGM, l'industrialisation et les 1000 vaches, le foncier et Notre-Dame-des-Landes, autant de luttes emblématiques. C'est ce qui nous a permis de peser dans le débat public, les politiques n'ayant d'attention que pour la FNSEA, dont le projet agricole répond plus aux enjeux économiques des filières qu'aux enjeux globaux de société. Nous continuerons donc à faire vivre ces échanges et luttes communes comme nous le faisons en répondant à votre invitation aujourd'hui et en vous remerciant pour votre invitation. Voilà, j'ai terminé à mon tour. Merci beaucoup, Véronique. Tu as un petit peu, mais pas beaucoup, débordé, mais comme en même temps, tu as répondu à une question qui était posée dans le chat par rapport à la PAC, puisque quelqu'un parlait de l'action que vous avez menée auprès de Pôle emploi la semaine dernière et posé une question autour de ça. Donc, je pense que tu y as répondu en partie. Donc, tu es excusé pour la petite minute de dépassement. Voilà. Donc, dernier intervenant de cette table ronde, donc Jean-Michel Drevon. Et du coup, toi aussi, tu pourras, je pense, dans ton intervention, répondre à une des questions posée, puisque quelqu'un, David, je crois, posait la question, ne faut-il pas s'interroger, et n'est-ce pas de la responsabilité de la FSU en particulier, d'investir l'école et de former les futurs citoyens à justement toute cette préoccupation environnementale. Donc Jean-Michel, comme je le disais, tu es un des animateurs du chantier Transition écologique et justice sociale, et j'insiste, en France et dans le monde. Donc que tu animes. Ce chantier, il est somme toute relativement récent, puisqu'il a démarré il y a 1 an et demi, alors que, comme je le disais en introduction, la FSU s'intéresse à ces questions-là depuis relativement longtemps, et que, effectivement, comme ça a été dit par, je crois que c'est Cécile, que les services publics, en termes de régulation, ont une part et un rôle, et je crois que Julien y est revenu, un rôle important à jouer justement autour de toutes ces questions-là. Et la FSU s'indiquant exclusivement dans le secteur public, d'État territorial et un petit peu hospitalier, mais la FSU a une responsabilité première. Et est-ce que tu peux nous dire l'état de la réflexion de ce chantier transition écologique et justice sociale et quelle est son ambition pour alimenter les travaux de la FSU et du monde syndical en général? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes tes questions en 15 minutes, mais en tout cas, je vais essayer. Comme l'ont dit Cécile et Julien, je crois que on est tous d'accord maintenant pour dire que le syndicalisme doit être écologique et que l'écologie doit être syndicale. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut descendre au plus bas pour essayer de se confronter aux difficultés, pas pour dire qu'on ne peut pas y arriver, bien au contraire, mais pour prendre conscience des difficultés qu'on rencontre. Si vous me permettez, je partirai de 2 exemples, puisqu'il se trouve que je suis à Rouen, donc j'ai connu Lubrizol et je connais la chapelle d'Arblay. Lorsqu'il y a eu l'incendie de Lubrizol, notre chantier s'est immédiatement dit nous allons réunir la CGT locale et Alternativa, qui était la principale organisation environnementale sur place, pour un interview commun. Et nous avons découvert à ce moment-là qu'eux se découvraient. C'est-à-dire que la CGT avait une analyse sur ce qui s'était passé à Lubrizol, qui était une analyse essentiellement sur non-respect des règles, non-respect des directives, non-respect, enfin bon, voilà. Mais on a fait un collectif local
Mais lorsqu'il était question, lorsqu'on voulait poser la question, les écologistes, de dire mais quelle production, pourquoi ici, pourquoi au milieu d'un quartier populaire, pourquoi, etc. Ces questions-là, manifestement, pour les organisations syndicales, étaient des questions difficiles à aborder, voire qu'on a évité d'aborder. Pas parce qu'ils ne veulent pas entendre, mais tout simplement parce que nous avons du chemin à faire ensemble. Mais tout le monde était d'accord pour dire, voilà, il faut que syndicalistes et écologistes, on découvre les problématiques des deux. Sur la chapelle d'Arblay, c'est un exemple tout à fait passionnant, puisque le collectif national a décidé à juste titre une action autour de ça. Vous savez que c'est une usine qui est exemplaire sur le plan de l'écologie, et qui va peut-être être bradée simplement pour des intérêts financiers, pas parce qu'elle n'est pas capable de produire, pas parce que… Non, non. Mais lorsque, à Rouen, nationalement, le collectif Plus Jamais Ça dit on va faire une initiative nationale et qu'on dit à Rouen, tiens, on va relayer, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que, spontanément, pour l'instant, chacun est dans son coin. Chacun est dans son couloir et c'est difficile de faire courir ensemble. Donc ça, c'est le premier point que je voulais poser, c'est que nous avons un chemin important, un long chemin à faire de rencontres pour que, effectivement, ça ne soit plus simplement le syndicalisme qui s'intéresse à l'écologie ou l'écologie qui s'intéresse au syndicalisme, mais que véritablement, ensemble, nous apprenions à travailler, à analyser et à comprendre les problématiques de chacune des deux approches primaire pour qu'un jour, ça devienne un véritable éco-syndicalisme et où les écologistes et les syndicalistes soient à égalité dans la même démarche. Je vais prendre un troisième exemple qui est très différent. Je ne sais pas vous, mais moi, c'était difficile les gilets jaunes spontanément au début. Quand il y avait le rond-point des Vaches à côté de Rouen, nous, les écologistes, on a dit on va aller les voir. Et la rencontre, je ne dirais pas qu'elle n'a pas été possible, mais je dirais qu'elle n'a pas été simple. Et c'est compréhensible. C'était le point de départ, montrait simplement que, oui, on peut peut-être faire de l'écologie, mais en tout cas, que, comme l'a dit Cécile, ce n'est pas les plus pauvres qui doivent commencer par payer la transformation écologiste, que c'est une prise en charge totale de l'écologie et de la justice sociale qui doivent être menées de front sur ces questions-là. Et nous n'avons pas encore trouvé les bonnes réponses par rapport à ça. Les bonnes réponses au sens où nous pourrions avancer ensemble. On parle beaucoup de convergence des luttes, mais je pense que c'est moins important de faire converger les luttes que de dire comment est-ce que ces luttes sont transverses. Comme l'a dit Christian Laval ce matin, comment est-ce que nous faisons pour que syndicalistes, écologistes, gilets jaunes, syndicats, comment est-ce qu'on fait pour que toutes ces questions-là nous traversent? À partir de là, je voudrais aborder, à partir de cette expérience et du travail de notre chantier, trois questions. La première question, ça ne vous surprendra pas, porte sur la question de l'emploi. Nous avons tous compris, et le Plus Jamais Ça a sorti une excellente brochure sur cette question-là, nous avons tous compris que écologistes et syndicalistes, si on ne traitait pas la question de l'emploi, on ne pourrait pas avancer. Mais le problème, on répond comment? On répond formation, garantie d'emploi, garantie de transformation, etc. Mais il y a une question qui est difficile à aborder, c'est celle du travail. Pour un salarié dont on va fermer l'entreprise, pour un agriculteur, ce n'est pas seulement un emploi, ce n'est pas seulement un revenu, c'est aussi un savoir-faire, c'est aussi une fierté au travail, c'est aussi, voilà, c'est tout ce qui fait qu'il est attaché, et elle est attachée à ce qu'elle fait. Et ces questions-là, il va falloir qu'on les prenne en compte en tant que syndicat et en tant qu'écologiste, parce que sinon, on n'avancera pas. De la même façon, on sait tous, on en parlait ce matin, une revendication syndicale de base, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question du salaire, c'est la question… Mais quid du consumérisme? Comment est-ce qu'on traite la question de la sobriété? Ces questions-là que nous traitons au sein des mouvements écologistes.
mais qui sont très difficiles à porter dans le milieu syndical. Pas parce qu'il s'agit de dire qu'on ne va pas augmenter les bas salaires, ce n'est pas ça la question. Donc, première question, à mon avis, sur laquelle nous avons encore beaucoup à progresser. Progresser, je veux dire par là qu'il faut que nous arrivions à travailler, et c'est ça un peu que notre chantier veut s'attacher à faire, comment syndicalistes, écologistes, associations, mais aussi citoyens, lambda, et ça va m'amener à mon deuxième point, comment est-ce que nous prenons en compte ces questions-là? Il ne s'agit pas de se dire que le problème aujourd'hui est posé par tout le monde, oui, mais comment est-ce qu'il le vit concrètement? Comment est-ce qu'il et elle le vit concrètement dans son travail, dans son quotidien, etc. Et ça pose la question qui a été soulevée déjà par Julien de la démocratie. Ça pose la question de comment est-ce que nous donnons les moyens, en tant que collectif d'organisation, de permettre à l'ensemble des citoyens, des salariés, des écologistes, etc., des militants, de se saisir d'un certain nombre de questions et de se dire que c'est à nous d'apporter des réponses. Cécile en a parlé à juste titre, l'affaire de la Convention citoyenne pour le climat, qui était quand même marquée au départ, pour certains d'entre nous, comme voilà, une opération Macron, etc., etc. Elle a fait la démonstration qu'on peut, j'allais dire presque au départ, n'y connaître rien, et si on nous donne les moyens de travailler avec des spécialistes, avec des chercheurs, avec des... Eh bien, on peut marcher ensemble et on peut construire petit à petit un véritable projet commun. C'est ce qu'a fait la Convention citoyenne pour le climat. C'est absolument remarquable. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que Macron a a décidé que finalement, ce n'était pas ça qu'il fallait prendre et ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Mais comment est-ce que nous, syndicats, associations, comment est-ce qu'au plus bas, au plus près du terrain, hein, il a été dit plusieurs fois dans la journée, et en particulier ce matin, que c'est au niveau local que souvent les choses se font, se nouent, se dénouent. Comment est-ce que nous y travaillons tous ensemble au plus près du terrain? Enfin, dernière question, à juste titre posée dans le chat, c'est la question de la formation. C'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui, sur cette question essentielle, vitale, qu'est la question de la révolution écologique, il n'y ait pas, à l'intérieur de l'éducation nationale et à l'intérieur des programmes, et de tous les programmes, véritablement une prise en compte de ces questions. Nous avons organisé, avec le SNETAP et dans le cadre du chantier de l'Institut de recherche de la FSU, un colloque avec d'autres organisations internationales, françaises, dont la Confédération paysanne, le CSI, etc. Nous avons organisé un colloque sur l'affaire du plaidoyer porté par le SNETAP pour que l'agroécologie entre dans les programmes scolaires de formation des lycées agricoles, notamment. Mais il n'y a pas que les lycées agricoles qui doivent être concernés. Nous, c'est le champ du SNETAP et donc c'est normal qu'il ait ciblé ça. Mais c'est l'ensemble de la formation à tous les niveaux, au niveau collège, lycée, primaire, maternelle et au niveau enseignement supérieur, que véritablement, il faut que nous nous battions pour que ces questions-là soient portées, soient mises en débat au sein de l'éducation nationale, au sein de toutes les instances de formation. C'est vital pour le coup. Cécile disait à juste titre au départ, il y avait une espèce de un malentendu, je crois, tu disais, entre génération présente et génération future. Enfin, la génération future, on l'a là sous la main. Elle est dans les écoles, elle est dans les instituts de formation. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui donne comme outil pour se battre véritablement, que ce soit sur le terrain du travail, que ce soit sur le terrain de l'écologie, que ce soit sur le terrain de la consommation, que ce soit sur le terrain du mieux vivre, de la démocratie, comme outil pour véritablement s'approprier cette bataille-là, qui est une bataille immédiate. Cécile a eu tout à fait raison de le dire. C'est pas, et je crois que vous reprenez dans votre brochure nationale hein, l'idée « pas d'emploi sur une planète morte ». Et oui, si la planète meurt, de toute façon, tous nos débats, ils seront réglés. La planète, alors Cécile, à juste titre, a raison de dire c'est pas la planète qui va mourir, c'est nous qui allons mourir sur la planète. Mais
évidemment, toutes nos questions seront réglées à ce moment-là. Donc, il faut que nous nous battions pour que véritablement l'ensemble de ces questions soient prises en compte et que les syndicats, les associations, et c'est pour ça que pour nous, Institut de recherche de la FSU, la création de ce collectif Plus Jamais Ça, qui fait écho à celui que la CFDT avait mis en place avec la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam, etc., qui prouve que les syndicalistes sont en train de réfléchir et d'évoluer. Parce que cette démarche-là, si elle est mise en place, et je voudrais terminer là-dessus, il faut qu'il rejoigne des choses qu'on a dites ce matin sur la division syndicale. Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, face à la crise écologique, face à la révolution écologique qui s'impose, que nous réunissions l'ensemble des forces, qu'elles soient à la CFDT, à la CGT, à la FSU, à Solidaire, dans toutes les organisations environnementales qui ne se posent pas ces questions-là de division syndicale. Il faudra bien qu'on se réunisse tous ensemble, parce que la bataille de la révolution écologique, de la planète, du changement climatique, c'est une bataille qui concerne tout le monde. Merci à vous de votre écoute. Merci beaucoup Jean-Michel. Donc je pense que maintenant on peut ouvrir le débat. Alors c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, bien que sur deux questions qui ont été posées, je l'ai dit, vous y avez soit indirectement, soit directement répondu sur la question de l'investissement de l'école. Donc Jean-Michel vient de dire quelle était la position et le travail de la FSU, l'investissement de l'école sur la question de l'éducation à l'écologie et à l'environnement. Et puis la question sur la PAC, où Véronique, dans son intervention, a répondu. Les grandes interrogations que j'ai vues à travers le chat, c'est il y a plusieurs questions sur, et c'est vrai que vous avez été assez peu à l'aborder, la question de comment on conçoit et comment on construit des propositions en matière de politique fiscale environnementale, parce qu'il y a deux grosses conceptions. Alors pour caricaturer, je dirais d'un côté une fiscalité punitive et de l'autre côté une fiscalité qui accompagne et qui incite et qui aide à la transition écologique pour que, y compris, elle soit accessible à ceux qui ont le moins de moyens. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'expressions assez directes sur cette question-là. Donc, je vous demanderai si vous pouvez les uns ou les autres, parce que ça ne s'adresse pas plus aux uns qu'aux autres. Et Cécile a beaucoup parlé du rôle du pouvoir de régulation des services publics, et il y a eu, dit de façon différente, mais quelle est la différence entre le service public de l'environnement et le ministère de l'écologie? Donc, est-ce que le ministère de l'écologie doit être considéré comme le seul garant des services publics de l'environnement, ou est-ce que ça doit être une conception plus largement partagée par le service public? Et puis, il y a eu une question très précise, je me rappelle plus, ben voilà, je vois que Julien vient de répondre. Il y avait effectivement la question de, puisqu'on a beaucoup évoqué Plus Jamais Ça, même si, bon, bref, mais donc il y a eu des états généraux qui se sont réunis entre vendredi et dimanche la semaine dernière, et il y avait une question dans le chat qui demandait est-ce qu'on peut avoir un petit bilan de ce qui s'est discuté, puisque c'était les collectifs Plus Jamais Ça locaux qui se réunissaient pour confronter leurs expériences. Il y a eu une autre question que je trouve assez intéressante, et où effectivement ça percute beaucoup le monde syndical sans que ce soit très facile d'apporter une réponse. C'est toutes les organisations syndicales, comment dire, revendiquent l'amélioration du pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, c'est aussi le pouvoir de consommer plus. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ces revendications? Parce que, Dixit, je n'ai pas noté le nom de celui qui a posé la question, mais en disant que la notion de pouvoir d'achat, c'est une notion consumériste et productiviste, incompatible avec un monde fini.
Voilà, donc je livre la question. Et puis, dernière chose, c'est Patrick Lenné, je crois, qui posait cette question, et ça s'est vu avec la crise du Covid, la multiplication du télétravail, la multiplication de toutes les communications informatiques qui, effectivement, sont un peu une catastrophe. Alors, ça économise du papier et ça fait du bien par rapport à la déforestation, mais en termes de consommation énergétique et d'impact sur le climat, c'est quelque chose qui doit véritablement nous faire réfléchir. Donc, si l'un d'entre vous… Alors, j'ai sûrement dû oublier parce qu'il y avait vraiment beaucoup de questions, mais voilà. Déjà une première série de questions. Donc, je ne sais pas qui s'y jette en premier. Je veux bien répondre à la question sur la fiscalité. Déjà, avant de construire une politique fiscale pro-environnementale, il faut déjà un peu décortiquer ce qui existe. Nous, au niveau agriculture, à chaque fois, enfin tous les ans, là, au moment de la révision du projet de loi de finances, on porte des revendications pour lutter contre des mesures qui sont actuellement en place et qui sont complètement défavorables à l'environnement, comme par exemple le suramortissement ou le dégrèvement partiel du gazole non routier, qui incite à la consommation de carburant et qui incite à la consommation de matériel agricole, enfin la fabrication et l'achat de matériel agricole. Donc en fait, il faut déjà un petit peu éplucher tout ce qui existe en matière de fiscalité, parce qu'il y a déjà des choses qu'il faudrait qu'on fasse sauter avant de faire des nouvelles propositions. Donc, je ne sais pas si vous avez de votre côté des remarques sur ce sujet-là, mais c'est ce qu'on porte à la Confédération paysanne. Oui, vas-y. Oui, je veux bien répondre sur deux choses. Alors, d'abord, sur la question du pouvoir d'achat. En fait, il y a souvent eu le problème, c'est qu'on veut essayer d'écologiser un monde qui ne l'est pas, un monde productiviste où le référentiel de base, c'est le PIB, etc. Donc, beaucoup ont essayé d'ouvrir la discussion par des mots un peu brutaux, comme la décroissance, comme la remise en cause du pouvoir d'achat. Moi, je pense qu'on doit essayer de tirer le fil pour rattraper tous ceux qui n'ont pas encore bien compris tout ce que ça signifiait. Et donc, je ne pense pas que la priorité est d'avoir un débat sur le mot, parce que, en fait, pour les gens, le pouvoir d'achat, ça veut juste dire avoir les moyens de vivre dignement et pas seulement d'avoir des dépenses contraintes. C'est comme ça que dans l'acception générale, c'est compris. Je dois dire que mon expérience à Oxfam m'a beaucoup encouragée à faire en sorte qu'on arrive, ici on est majoritairement entre militants, entre gens convaincus, entre gens informés, mais à dépasser, à donner des références, des chiffres qui soient lisibles. Par exemple, quand on parle de milliards, en fait, à part de rares exceptions, le cerveau de l'immense majorité de nos congénères humains, il sait à peu près évaluer 10 fois plus que ce qu'il considère être la chose la plus chère qu'il ait jamais possédée, à peu près. Donc, on sait évaluer le prix d'un château, ça renvoie à peu près. Mais au-delà, entre 1 milliard, 2 milliards, 120 milliards, en vrai, on le dit, hein, on peut l'argumenter, mais ça ne parle pas tellement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention au vocabulaire qu'on emploie, à la façon dont on parle de ces questions-là, qui sont déjà très compliquées. Et donc, moi, ça ne me choque pas qu'on utilise le terme de pouvoir d'achat parce que c'est compris par une grande partie des gens. Et d'ailleurs, le débat sur la question des gilets jaunes, pour agir à ce que disait Jean-Michel, ceux qui ont travaillé vraiment sur cette question montrent qu'un des problèmes qui d'ailleurs n'est pour l'instant toujours pas traité, c'est le fait que la dépense contrainte qui a pris un poids considérable dans les dépenses des Français, c'est la dépense de logement et les dépenses afférentes d'énergie et d'assurance, par exemple, qui pèsent de manière très importante, notamment chez les 10% les plus pauvres, et que du coup, cette dimension-là fait que tout changement sur d'autres dépenses, et notamment sur l'augmentation du prix des carburants, a un impact très direct sur la perception qu'on a d'être complètement coincé dans son budget mensuel. Donc, je pense qu'il faut vraiment réussir à tenir tous les bouts. Ce qui ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il faut une taxe carbone
et que ce qu'a dit Véronique sur l'impact des choix fiscaux de défiscalisation du carburant, forcément, elles sont et à mettre en regard. Donc, là, je parle de la manière dont on parle. De la même manière, pour ce qui est du service public de l'environnement et du ministère de l'écologie, en fait, j'allais dire que le ministère de l'écologie est inclus dans l'idée d'un service public de l'environnement. Le service public, il est issu de l'administration d'État, des collectivités locales, mais on peut aussi imaginer tout un secteur qui se développe, qui est un secteur que les Britanniques appellent le non-profit, donc un secteur qui peut d'ailleurs avoir des statuts juridiques différents de celui d'association, y compris à celui de coopérative ou même d'entreprise, mais dont la logique est la logique d'un véritable service public, c'est-à-dire qui assure une mission d'intérêt général. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on remette cette question d'intérêt général. Alors, on voit bien que les choses ont bougé et je pense très sincèrement que le Covid, de façon douloureuse, m'a été utile pour ça. Il a ouvert 2 trappes dans le cerveau des gens, y compris des dirigeants. La première trappe, c'est qu'un événement pouvait nous toucher individuellement partout sur la surface du globe. Donc, cette espèce de préconscience de terrien a commencé à avancer. La deuxième, c'est qu'on pouvait prendre des décisions de politique publique extrêmement radicales, des choses qui semblaient totalement impossibles. On a cloué complètement les avions au sol, on a étatisé une partie du paiement des salaires avec le chômage partiel, et c'était une très bonne décision. Et je pourrais ajouter d'autres exemples, donc des choses qui semblaient complètement impossibles, à cause des 3%, à cause de la notation des pays par les agences de notation, ont été jetés par-dessus bord instantanément. Ce qui veut dire qu'on ouvre aussi la possibilité à des changements qui soient des changements radicaux et d'ampleur très importante de nos modes de vie pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je pense très sérieusement, parce qu'aujourd'hui, 70% des logements dans lesquels nous vivrons en 2050 sont déjà construits, qu'il faut, par exemple, un service public des économies d'énergie. Il faut qu'on puisse avoir accès à des énergéticiens qui viennent faire un diagnostic neutre et pas intéressé par celui qui va vous dire « faut d'abord faire les fenêtres », alors qu'en fait, il n'y a pas 1 gramme d'isolation sur la toiture, ou il y a ça de lame d'air sous la porte d'entrée. Voilà, et je pense que sur cette idée de service public de l'environnement, c'est cette idée-là. Ce qui veut dire aussi ne pas déshabiller et ne pas fragiliser, comme on l'a fait ces dernières années, et encore ces très dernières années, le ministère de l'écologie. Parce qu'il y a un certain nombre de mesures. Moi, je sais très bien où sont faites les économies sur des sujets qui intéressent peu, par exemple, sur tout ce qui est la prévention notamment des inondations, la prévention de tout un tas de catastrophes naturelles ont besoin de budgets qui, en fait, sont des budgets qui, comme ça, tout de suite, ne servent à rien, on va dire. C'est juste de la prévention. Et en fait, leur rentabilité est énorme. Un dernier exemple, la question des masques est passionnante. Je pense qu'un jour, parce que la Cour des comptes fait parfois ce genre d'exercice, on chiffrera combien ça nous aurait coûté de garder le stock qui était prévu et qu'on a complètement bazardé pour des raisons d'économie budgétaire à bout de chandelle immédiate, et combien nous avons finalement payé. Et c'est ça qu'il faut remettre aussi dans la gestion de l'État, c'est cette question du moyen-long terme. Parce qu'aujourd'hui, on prend des décisions. Alors, le débat commence à mûrir, notamment sur le fait d'avoir recours à des prestataires extérieurs, etc., sur le fait que c'est plus coûteux. Mais on était tellement obsédés par la norme de dépenses que finalement, on dépense plus d'argent. Donc, y compris des arguments très rationnels et très financiers peuvent s'opposer à cette logique-là. Donc, c'est dans ce cadre-là, je pense qu'il faut réfléchir à la logique de service public de l'environnement qu'on verra. Alors, je rajoute un tout petit point, c'est que Oxfam France est engagé avec 4 ONG dans un contentieux qui sera sans doute le premier qui est déjà le premier grand procès climat de l'histoire de France, qui est l'affaire du siècle. Et ce que nous allons faire là dans la deuxième phase, c'est demander, donc après la condamnation de l'État pour carence fautive, une injonction à agir. Et que si cette injonction à agir n'est pas une traduction concrète que l'État ne traduit pas en acte concret cette injonction à agir, qu'il y ait une astreinte. Et on souhaiterait que cette astreinte puisse être, le cas échéant, attribuée, parce que c'est déjà arrivé sur la pollution de l'air, à un fonds qui montrerait ce qu'on peut faire avec de l'argent. Mais au moment où je parle, je vois apparaître un message de Maryse Dumas, je crois, sur le contenu du travail des salariés, et je partage complètement cette histoire, notamment parce que effectivement, il y a des entreprises, donc on parle de plus jamais ça, dont l'activité a vocation à profondément évoluer. Oui, il faut laisser les fossiles dans le sol. Donc, s'il faut laisser les fossiles dans le sol, il ne faut plus que Total extrait du pétrole. Voilà, c'est brutal, simple. Mais dans l'histoire des entreprises,
leur évolution sur leur activité est considérable. Nokia, c'est une entreprise qui faisait des bottes en caoutchouc. American Express, c'était une entreprise de diligence. Puis de diligence, elle s'est transformée en diligence de transport de fonds, puis de transport de fonds en monnaie dématérialisée. Shell, c'était une entreprise qui récoltait des coquillages rares et qui ensuite, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a son logo que vous connaissez. Donc je pense, et ça, les plus à même pour porter ça, ce sont les salariés. Donc en conclusion, et tout ce que je dis, vous pouvez aller le retrouver si vous voulez sur le site oxfamfrance.org, puisque nos rapports sont libres d'accès. Nous avons estimé qu'en 2018, si on avait plafonné à 30% la distribution du bénéfice en dividendes, c'est-à-dire que sur 100 de bénéfices, on ne pouvait distribuer que 30, les 70 restants couvrent 98% des besoins de financement de la transition écologique des entreprises. Et que si on a cet argent et qu'on mobilise les salariés pour transformer leur production ou leur mode de production, et d'ailleurs ils sont souvent beaucoup plus près que ce qu'on croit, eh bien on y arrive. Donc je suis complètement d'accord sur la question de s'interroger pas seulement sur combien on produit, mais comment on produit. Et je pense que c'est ça la question, et ça donne aussi beaucoup de sens et beaucoup d'intérêt aux gens qui travaillent. Merci Cécile, je pense que ta réponse était… Et en plus, merci d'avoir répondu à la remarque de Maryse Dumas dans le chat. Julien avait demandé la parole, alors je pense que c'est pour la question du bilan des états généraux, mais j'en profite si tu pouvais, parce que je pense que ça te concerne directement, il y a une question qui vient d'arriver pour savoir… je le dis tel que c'est formulé, hein, acceptez-vous de parler de salariat pour l'écologie et la transition énergétique, ou bien est-ce seulement du bénévolat associatif? Donc, je pense que par rapport à toute la campagne 1 million d'emplois pour le climat, tu dois avoir des éléments de réponse pour y avoir beaucoup participé. Julien. Oui, je ne suis pas tout à fait sûr de saisir la question de Gilles. Mais bon, je vais revenir sur 2 éléments d'information assez succinctement. Sur la fiscalité, ce qui était posé, c'est qu'on a, que ce soit dans le plan de sortie de crise ou l'emploi sur une planète morte, donc les 2 productions, j'allais dire, un peu programmatiques, ou en tout cas qui cumulent un peu des propositions qui font consensus dans nos organisations. On a développé quand même des arguments et des propositions sur les enjeux du financement de la transition. Et en toute honnêteté, c'est quand même, alors ce n'était pas forcément gagné, ou en tout cas a priori l'idée que je m'en faisais, mais c'est sûrement les parties où il a été le plus facile de travailler entre organisations syndicales et associations, alors notamment c'est Oxfam et Attac qui ont pas mal contribué, mais avec des propositions d'ailleurs Oxfam Attac qui de plus en plus se rapprochent. Il y a parfois des nuances sur des chiffres, mais qui sont pratiquement, j'allais dire, de l'ordre du détail. Et avec les organisations syndicales, une facilité en tout cas à porter. Donc, je renvoie quand même à ces documents-là qu'on peut peut-être mettre dans la proposition. Sur Plus Jamais Ça, alors les assises ont eu lieu malheureusement ce week-end en virtuel parce que pour des raisons sanitaires, comme aujourd'hui nous sommes en virtuel. Donc, on n'a pas forcément eu l'occasion de construire un événement à la hauteur tel qu'on l'imaginait lorsqu'en septembre-octobre, nous avons lancé le processus de constitution de comités de dynamique locale avec la perspective d'assises. Ces assises avaient 2 objectifs. Le premier, c'était de discuter d'amendements qui étaient proposés par les collectifs locaux au plan de sortie de crise afin de l'actualiser. Donc, on a fait, en toute honnêteté, ce n'est pas, en tout cas, on n'a pas eu de remontée particulièrement étonnante, peu de remontées au final hein, sur les amendements. Je crois qu'une volonté surtout de la part des collectifs locaux d'échanger sur leurs pratiques, sur leurs difficultés, à militer dans la période, leurs difficultés je l'ai évoqué dans mon introduction liminaire, à trouver aussi les modalités d'action concrètes et qui permettent un peu de sortir de l'entre-soi. Et peu de discussions sur le fond, avec beaucoup de remontées, en disant que là-dessus, sur ce qui pouvait être produit par Plus Jamais Ça, il y avait un accord relativement
partagé. Ça a été enfin l'occasion d'avoir une présentation un peu plus détaillée de deux luttes. L'une de Grand Puy, donc on en a parlé, Cécile l'a évoqué, et je crois que c'est effectivement un travail de longue haleine, à la fois une lutte des salariés, mais ça fait écho à ce que dit Maryse Dumas, et c'était exactement ce que portaient les salariés et les représentants de la CGT de Grand Puy, c'est-à-dire que la volonté aussi de leur côté de réfléchir à ce qu'ils veulent produire, comment le produire, et à construire aussi des propositions alternatives à ce que produit ou ce que propose Total. Et donc, il y a un travail qui est engagé de long terme, alors en lien avec un labo du CNRS, avec Negawatt, qui est une association qui travaille et qui a des expertises sur les enjeux environnementaux, avec les Amis de la Terre, Oxfam, Attac, Plus Jamais Ça, etc. Et un travail un peu à la fois d'expertise, de contre-projet. Et puis l'autre lutte qui est très importante, qu'il faut qu'on arrive à peut-être mettre davantage aussi au devant de la scène, c'est la question du fret et de la ligne Perpignan-Rungis et du fret des légumes, voilà, qui n'est plus en activité. Et donc, on a eu l'occasion de cette présentation là au moment des assises. Pour conclure, j'ai dit en introduction, il y avait une vingtaine de collectifs locaux de Plus Jamais Ça. Donc, c'est à la fois dans le contexte et avec le rapport qu'on peut avoir un samedi, le rapport qu'on a à la visio, on pourrait s'en satisfaire ou se dire c'est positif. Bien sûr qu'on est loin des possibilités, ou en tout cas de ce qu'on doit réussir à construire avec Plus Jamais Ça en termes de dynamique locale. Donc voilà. C'est fini, Jean-Marie. Jean-Marie, oui, non, je vais réessayer de. J'ai pas tout à fait saisi la question. Attends que j'ai perdu un peu le fil. Oui, si, non, mais je pense que ce que voulait dire la question, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les questions environnementales sont très souvent confiées à des associations qui fonctionnent avec des bénévoles. Pendant un temps, tout ce qui était le nettoyage des rivières, etc., c'était confié à des emplois jeunes ou des emplois aidés. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés autour des questions des métiers directement liés à l'environnement, à part sur les métiers hautement qualifiés de réflexion, etc., mais sur le travail quotidien, c'est très souvent c'est même plus des emplois, c'est relégué à des associations parce qu'effectivement, ça motive les gens qui, sur la base du bénévolat, ont envie de s'investir, mais il y a assez peu de retombées en termes de salariat. Enfin, je le sais bien parce que nous, dans l'enseignement agricole, on a pas mal de formations liées à l'environnement et c'est vrai que quand se pose la question du débouché sur l'emploi, très souvent, les jeunes arrivent devant un mur. Voilà, donc je pense que c'est cette question-là qui était posée. Je vois que Jean-Michel a demandé la parole, mais j'en profite pour dire qu'il y a une autre question assez intéressante qui, je pense, doit s'adresser essentiellement à la Confédération paysanne, qui n'a pas du tout été abordée dans le débat, mais qui effectivement traverse notre société, qui dit: pensez-vous qu'il faille réduire notre consommation de viande pour lutter notamment contre un élevage intensif aux conséquences désastreuses? Et je pense que la Confédération paysanne, en interne, doit être effectivement confrontée à ce débat. En plus, Véronique, tu es directement concernée puisque justement, tu es éleveuse et que tu produis de la viande. Voilà, donc je ne sais pas si tu voudras répondre à ça, mais je vois que Jean-Michel avait levé la main. Donc Jean-Michel. Oui, oui, je vais en profiter d'ailleurs pour répondre en partie à ta dernière question. Non, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Cécile et ce que développait aussi Maryse dans le chat. Je crois qu'on est au début d'un processus où on apprend à marcher ensemble, syndicalistes et militants écologistes, militants d'associations, etc. Et comme chaque fois qu'on commence à marcher ensemble, les uns et les autres, et qu'on n'en a pas l'habitude, voilà, tout le monde est un peu sur ses réserves, sur ses gardes, etc. Et il ne sert à rien d'agresser.
il faut expliquer, il faut convaincre, et je crois qu'on a tous les arguments pour le faire. Et donc, ça va me permettre de... On a, nous, à Rouen, avec Alternativa, organisé un débat public entre la Confédération paysanne et L214. Et je ne cache pas que quand on a lancé l'idée, bon, tout le monde s'est dit, ouh, ça va être un peu chaud. Mais, et en fait, ça s'est super bien passé. C'est-à-dire que tout le monde s'est respecté en développant ses arguments, en expliquant pourquoi, comment. La Confédération paysanne a expliqué pourquoi c'était important aussi d'avoir un élevage et pourquoi c'était indispensable par rapport à la biodiversité, etc. Et puis L214 a expliqué pourquoi voilà, les conditions d'élevage, d'abattage, etc. Et donc, je dis ça pour dire que je crois qu'on peut, hein, c'est comme sur l'affaire du pouvoir d'achat, c'est comme à Lubrizol, ou bien on dit, soit on discute de la possibilité de déplacer Lubrizol de là où elle est, et à ce moment-là, les syndicalistes disent non, soit on dit, voilà, oui, c'est une question, on va prendre le temps de l'analyser, de la poser, de voir qu'est-ce que ça a comme conséquence, comment, voilà. Je crois qu'il faut qu'on avance modestement au sens de, voilà, il n'y a pas des gens qui ont toutes les réponses et qui ont tout compris, et puis en face des gens qui n'en ont aucune et qui résistent. Non, on a des gens, ça a été dit par plusieurs, mais je crois que c'est vrai, qui ont parfaitement compris les enjeux et qui sont capables aujourd'hui de dépasser la première réaction. Et enfin, dernier point que je voulais, sur l'affaire permanent, je vous rappelle quand même qu'un certain nombre d'associations disposent de permanents, donc de salariés. Alors, c'est par le biais des subventions de l'État en tant, etc. Mais voilà, si on avance, et je suis convaincu que nous allons avancer dans une territorialisation importante de plus jamais ça, alors probablement ces questions-là se poseront et il n'y a aucune raison que ce soit uniquement du bénévolat. Ce n'est pas péjoratif, hein, d'ailleurs, le bénévolat. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas capable, en tant que militant depuis plus de 60 ans, de mesurer qu'est-ce qui était ma part de bénévolat et qu'est-ce qui était ma part de professionnel et qu'est-ce qui était ma part de syndicaliste. Et qu'est-ce qui... Non, voilà, ça fait partie d'un tout. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres… S'il y a une autre question, celle de Patrick, qui est restée sans réponse, c'est sur le développement de l'informatique et son impact sur l'environnement. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de réagir à cette question? Moi, je vais bien juste répondre à la précédente sur réduire la consommation. Sur réduire la consommation de viande pour répondre aux enjeux environnementaux. Donc, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture qu'on a, elle n'est pas le résultat de choix individuels de paysans ou de paysannes, d'éleveurs et d'éleveuses, mais bien le résultat d'un choix de société. Donc, on ne peut pas laisser les éleveurs seuls avec cette injonction, sachant qu'aujourd'hui, le revenu des éleveurs est très, très contraint et que leur marge de manœuvre sur leur ferme, elle est extrêmement réduite. Donc, il faut vraiment que ce soit des politiques publiques qui accompagnent cette évolution. Et nous, ce qu'on revendique depuis très, très longtemps, c'est que les politiques agricoles, elles soient en lien très fort avec l'alimentation. Et donc, on réclame notamment une politique agricole et alimentaire commune et des politiques agricoles qui partent des besoins alimentaires et non pas du maintien, comme c'est fait aujourd'hui, des exportations pour l'industrie agroalimentaire. Donc, vraiment, si on repart des besoins alimentaires, on devrait très, très naturellement arriver à une réduction de l'élevage dans nos territoires, puisqu'on n'a pas besoin de manger autant de viande qu'il en est élevé aujourd'hui en France. Et après, je voudrais aussi dire que diminuer l'élevage, oui, mais lequel ? Il y a quand même une partie de l'élevage qui aujourd'hui est adaptée au territoire sur lequel il se passe, enfin, notamment tout ce qui est élevage des ruminants, et une partie de l'élevage qui est complètement déconnectée de son territoire et qui fonctionne avec des importations de soja, de céréales et une surproduction de déjection dont on ne sait pas quoi faire après dans nos territoires. Donc oui, on va diminuer, il faut diminuer l'élevage, mais quel élevage ? Donc voilà, c'était un petit peu les questions qui se posaient. Donc
Et enfin, le dernier point, c'est que pour une agriculture qui soit agronomiquement soutenable, en fait, il faut vraiment qu'il y ait de l'élevage et de la culture. Donc, on ne peut pas supprimer l'élevage non plus. Et l'objectif, ça serait même de le remettre dans tous les territoires, puisqu'il y a des territoires aujourd'hui, il a complètement disparu. Et donc, c'est repenser l'élevage pour que l'élevage soit à nouveau présent dans tous les territoires et pas concentré dans des régions comme la mienne, par exemple, qui suis en Bretagne, où l'élevage est complètement concentré et sans aucun lien avec le sol. Donc, refaire un élevage en lien avec le sol, un élevage qui permet de valoriser des surfaces sur lesquelles on ne peut pas produire d'autres biens alimentaires que des animaux. Hein. Tout ce qui est pâturage dans les prairies humides, dans les montagnes, ça, on fera jamais des cultures à ces endroits-là. Donc, il y a des endroits où la valorisation agricole des territoires, elle se fait par des ruminants. Donc, il faut vraiment repenser l'élevage pour qu'il puisse répondre aux enjeux environnementaux et aux besoins alimentaires des populations. Et pour ça, ça doit vraiment être défini par des politiques publiques et pas laissé à être le résultat d'un rapport de force entre associations abolitionnistes et éleveurs ou juste aux éleveurs eux-mêmes. Merci beaucoup, Véronique. Je rajoute juste à ce que tu viens de dire qu'effectivement, en plus, l'élevage n'a pas qu'une vocation à produire de la viande. Je prends pour l'exemple le développement des élevages de moutons pour entretenir les bords de route, etc. Et c'est vrai que l'impact des animaux, qu'ils soient sauvages ou qu'ils soient d'élevage, pour la protection des paysages et de l'environnement est quelque chose d'important et que ce n'est pas simplement comme ça a pu l'être par le passé malheureusement, que destiné à produire de la viande. Donc je ne sais pas s'il y a encore des interventions. Oui, Jean-Michel, pardon, tu as relevé la main ou c'était tout à l'heure? Non, oui, attends, il y a Cécile. Cécile souhaite intervenir. Vas-y, Cécile. Non, mais je vais être très rapide. J'ai vu passer la question sur la dictature de l'actionnaire, frein majeur à la transition écologique des entreprises. Oui, il y a un vrai sujet de court-termisme. Alors, ce sujet, il se pose aussi aux politiques. Hein. C'est le débat qu'on a d'ailleurs avec le Conseil d'État sur l'affaire du siècle en disant que le pouvoir, peut-être que la justice peut imposer aux politiques d'introduire du long terme dans leurs choix politiques, parce que maintenant, pour l'instant, il y a des objectifs qui sont fixés, comme l'accord de Paris, mais pas la mise en œuvre des politiques qui devraient fonctionner. Donc, on peut peut-être utiliser cette clé. Mais de la même manière, on a un court-termisme dans les entreprises que nous, on analyse aussi comme une sorte de pacte faustien et non dit avec les dirigeants de ces grandes entreprises qui ont vu leur salaire et leur rémunération énormément augmenter. Et donc, partant de cette réflexion, on a travaillé sur la part variable des salaires des dirigeants et leur corrélation avec des critères de court terme ou de long terme. Et ce que nous avons montré, c'est qu'elles sont très, très, très majoritairement, voire dans certains cas absolument à l'inverse, pas du tout, corrélées avec des logiques financières, et des logiques financières pas de stabilité de l'entreprise, mais des logiques financières en faveur de la rentabilité de l'investissement pour l'actionnaire. Ce qui empêche la transition, ce qui empêche aussi d'avoir parfois des stratégies de long terme. Là aussi, notre dernière note de recherche sur le sujet est en ligne et je pense, oui, que la nécessité de freiner ces demandes de rentabilité très rapide sont absolument essentielles, même si la situation est plus compliquée. Le débat qui s'est instauré chez Danone et qui a conduit au départ de son PDG Emmanuel Faber donnait de l'eau au moulin de cette réflexion qu'on doit avoir, mais là aussi, la régulation par la puissance publique peut fonctionner comme elle peut fonctionner sur les banques, parce que parmi les plus grandes entreprises qui contribuent le plus au dérèglement climatique, les banques françaises sont particulièrement concernées, et les banques françaises, certaines d'entre elles, ce sont parmi les plus grandes banques du monde. Donc on a une vraie responsabilité et une vraie clé d'action par la régulation et par éventuellement des dispositions législatives. Si vous voulez bien, je vais reprendre mon premier rôle, qui était celui
de M. Loyal, un peu de l'ensemble de ce colloque. Je remercie donc encore une fois, au nom de l'Institut, de l'AFSU et de son centre de formation, tous les 4 intervenants de cette table ronde qui ont accepté de travailler et d'y participer. Je remercie tous les participants à cette journée, à tous ceux qui nous ont écoutés et suivis. Au passage, effectivement, on a hésité à répondre à la question du numérique parce qu'on est un peu mal placé, là, momentanément en tout cas, pour avoir un jugement. Et en effet, les data centers, c'est une catastrophe en termes de consommation d'énergie, etc. Donc, mais il n'y a pas que ça qu'il va falloir traiter, surtout si la pandémie nous oblige à continuer à travailler beaucoup avec les visios. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à demain si vous le voulez bien. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Merci Cécile. Bonsoir.